Merci d'être là. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire sur la thématique du partenariat, du travail de concert avec les professionnels quand on est un aidant pour soutenir son proche qui est en perte d'autonomie. Donc on va accueillir Emmanuel Simon qui est psychologue spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées. Et c'est toujours en partenariat avec le docteur Vincent Oulaoudia, qui est président du Gérontopole Pays de la Loire. Et moi-même, je suis Jocelyne Guillon, directrice d'Humagogie et aidante. Je vais vous présenter rapidement ce que sont les tutonomies. Les tutonomies, c'est une contraction de tutoriel pour l'autonomie, puisque c'est une web-série qui est sur YouTube, accessible gratuitement à tous les aidants. C'est pour les soutenir lorsqu'ils aident un proche en perte d'autonomie. L'idée est d'accompagner le bien vieillir, de pouvoir rester le plus longtemps possible à son domicile. Et puis les webinaires mensuels se sont ajoutés pour ouvrir un espace d'échange et traiter des sujets de manière plus approfondie. Ces projets sont soutenus par Malakoff Humanis depuis le début et également par la CARSAT Pays de la Loire avec l'expertise de professionnels du médico-social et de l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire. C'est le docteur Vincent Oulaoudia qui va introduire cette thématique. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Simon, qui est psychologue, qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées. Et on a un objectif, c'est de voir ensemble comment accompagner et comment favoriser le soutien d'une personne en perte d'autonomie par des professionnels et comment ces professionnels seront accueillis, seront, on va dire, acceptés par les proches, par les aidants, ce qui est une étape importante dans l'évolution du rapport à l'accompagnement d'un proche en perte d'autonomie et qui n'est pas toujours facile. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Madame Simon. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite le bonjour. Je suis ravie de participer à ce webinaire sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir la nécessaire confiance entre aidant familial et professionnel de l'aide au bénéfice premier de la personne dépendante. Ce webinaire a pour objectif de comprendre l'intérêt de travailler en étroite collaboration avec les soignants et comment créer surtout un lien de confiance. Je vous propose d'explorer ce sujet en 4 points qui nous ont semblé importants, à savoir le temps du cheminement vers l'acceptation de l'aide extérieure, du passage de relais. En deuxième point, explorer ce qui se joue quand les professionnels s'installent au domicile ou interviennent en établissement, en structure d'accueil auprès de son proche. En troisième point, explorer les repères pour construire une relation de confiance, pour une coopération bienveillante. Puis enfin, pouvoir préserver, sauvegarder et peut-être parfois retrouver le plaisir de la relation avec son proche dépendant, ceci avec l'aide des professionnels. Oui, travailler de concert avec les professionnels pour soutenir son proche en perte d'autonomie exige de passer certaines étapes, prend du temps. Ce temps de l'aide extérieure, du passage de relais, un cheminement plus ou moins long, qui va être jalonné de multiples questions quand se fait ressentir le besoin d'aide extérieure, alors que la vie à domicile devient compliquée, fragile et parfois dangereuse. L'appréhension tout à fait légitime du coût financier de l'aide professionnelle, du coût du séjour en structure d'accueil, que ce soit en accueil de jour, en hébergement temporaire ou en hébergement permanent en EHPAD. La question des aides financières, quelles sont-elles? À quoi ai-je droit? Quel sera le coût mensuel de ces aides proportionnellement à la pension de retraite, aux revenus du couple? Des questions aussi relatives aux professionnels qui vont intervenir. Quels sont-ils? Quel service peut soutenir l'accompagnement à domicile? Et aussi, quelle place aurais-je dans ce projet en tant qu'aidant? Une question centrale. En tant qu'aidant, on est plus ou moins épuisé par la situation
chacun a un seuil de tolérance variable face à la charge physique, à la charge mentale qu'occasionne le soutien d'une personne malade, désorientée, souffrant de troubles de la mémoire, de troubles cognitifs. En tant qu'aidant aussi, on est confronté à une plus ou moins grande pression de l'entourage, les enfants, la famille, les amis, le médecin traitant. Chacun y va de sa force de conviction pour faire reconnaître ce besoin d'aide extérieure des proches qui n'ont pas toujours qui n'ont pas le même lien affectif avec la personne aidée, la personne malade, n'ont pas la même proximité. Et il faut faire avec cette plus ou moins grande pression. Et puis aussi, chacun, nous avons une plus grande capacité à se faire aider. Les dents, il y a des profils de personnes qui vont avoir du mal à déléguer, avoir du mal à faire confiance, avec ce réflexe de toujours vouloir se débrouiller tout seul. Et aussi certains aidants qui spontanément vont aller vers l'aide, vont faire appel pour être soulagés. Dans ce cheminement aussi, apparaît une remise en question de promesses qu'on aura pu se faire à soi-même ou que l'on aura exprimées à son proche, son parent, son conjoint, des promesses du type « je serai là jusqu'au bout auprès de toi, je ne t'abandonnerai jamais, jamais je ne te confierai à une maison de retraite ». Parfois des promesses, la promesse entre conjoints au moment du mariage, unis ensemble jusqu'au bout pour le meilleur et pour le pire. Et donc, quand la situation se complique à domicile, se fragilise, eh bien, il y a toute une remise en question de ces promesses qui vont générer un fort sentiment d'échec, de culpabilité et de dévalorisation. L'aidant se fait des réflexions du type « je n'ai pas réussi, je suis nul, je n'ai pas tenu ma promesse ». À ceci se ressent l'angoisse face à l'inconnu du dispositif d'aide extérieure, de l'organisation, de l'accompagnement, des soins en établissement, quelle disponibilité des professionnels, quel rythme, le coût aussi. Tout cela nourrit, amplifie le surmenage, la charge mentale, la charge physique, qui vont créer souvent de la confusion et un sentiment de perdre le contrôle de la situation. Quand l'aide est enfin acceptée, nous allons observer ce qui se joue. Qu'est-ce qui se joue quand les professionnels s'installent auprès de son proche ? Mon expérience m'a fait rencontrer deux points de vue très différents chez les aidants concernant les professionnels. Ces professionnels qui peuvent être accueillis comme des sauveurs, avec leur cape de super-héros qui, en claquement de doigts, vont résoudre toutes les problématiques à domicile. Et puis, une vision opposée chez certains aidants d'accueillir ou de ressentir les professionnels de l'aide un peu comme des envahisseurs, comme des techniciens, comme des experts un peu effrayants par leur savoir, par leur maîtrise professionnelle. Et cette dernière vision génère des attitudes de défiance en pensant que voilà, ces professionnels savent tout, savent mieux. Et un ressenti qui se confronte chez certains aidants que ce sont eux qui savent, qui connaissent, qui sont les seuls à comprendre le proche dépendant, à savoir de quoi il a besoin et à savoir comment s'y prendre avec lui. Donc, ces attitudes de défiance, elles vont générer des sentiments de méfiance qui vont fragiliser la relation qui va s'installer entre aidant familial et aidant professionnel dans une concurrence plus ou moins inconsciente. Certes, le quotidien est bousculé par les multiples passages, les plannings imposés par les professionnels. Certains aidants confient qu'on rentre chez eux à leur domicile comme dans un moulin et c'est perturbant. Les espaces privés sont revisités, sont réaménagés. La chambre, la salle de bain, qui sont des espaces intimes,
des espaces d'intimité familiale du couple vont être réaménagés, bousculés par l'installation parfois de matériel médical. Et ainsi, eh bien, la vie de famille, la vie du couple, elle est mise à nu. Et c'est quelque chose parfois dérangeant. Le proche, forcément, se pose la question de comment trouver une place dans ce ballet des professionnels avec leurs protocoles plus ou moins standardisés et se pose la question de la bonne distance. Être à proximité ou pas de ces professionnels, leur donner un coup de main ou pas. Toutes ces questions qui vont compliquer la mise en œuvre de cette relation de confiance avec les professionnels. Aussi, les professionnels, inconsciemment, vont faire prendre conscience à l'aidant des gestes et de comportements inadaptés seulement par une méconnaissance de la maladie et des troubles. L'aidant se retrouve aussi confronté à la démarche qualité que mettent en place ou sont contraints de mettre en place les professionnels dans le cadre de contrats de séjour, de contrats de prise en soins à domicile. Tous ces documents, tous ces contrats dictent des règles, des droits, des devoirs, et cela peut être pesant. Pour ces professionnels, le proche aidant est considéré comme un pivot, comme un lien, comme un traducteur des comportements de la personne dépendante, comme un coordinateur. Et donc, ces multi-rôles vont générer un stress supplémentaire, un fardeau supplémentaire. Pourquoi une boussole sur cette diapo? Eh bien, parce que quand tout cela se met en place, eh bien, il y a de quoi perdre le nord. Donc, essayer de se raccrocher à des repères, c'est ce que nous allons aborder dans ce troisième point. Les repères pour construire une relation de confiance et mettre en œuvre une coopération bienveillante au bénéfice du proche âgé dépendant. Il s'agit de prendre le temps de la connaissance, de faire naître cette relation triangulaire, la personne aidée, personne dépendante, l'aidant familial et le professionnel. La première étape, prendre le temps de se dire qui l'on est, ce que l'on veut et ce que l'on attend de l'aide extérieure. De son côté, le professionnel va aussi exprimer ce qu'il attend de cet accompagnement mis en œuvre auprès de la personne qui lui est confiée. Il est important aussi de partager les savoirs, les connaissances, les compétences complémentaires. L'aidant familial va confier l'histoire de vie, l'histoire familiale. Il va préciser les habitudes de vie, les goûts, les dégoûts de la personne dépendante qui pourrait avoir des difficultés à exprimer ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Important aussi de donner des indications sur la culture familiale, sur l'éducation, sur les croyances. Et de son côté, le professionnel, pouvoir partager ses connaissances, partager les informations concernant la maladie, concernant l'évolution des troubles, et aussi pouvoir former l'aidant familial, pouvoir lui apprendre les gestes adaptés, les gestes qui soignent, les gestes qui soulagent. Dans cette relation, il est important de lire. Je reviens à la diapo précédente où il est important dans cette relation qui se noue, de prendre le temps aussi de lire, d'intégrer les documents relatifs au fonctionnement professionnel, au fonctionnement du service, au fonctionnement de l'établissement à qui est confiée la personne dépendante, parce que ces documents, souvent contiennent un vocabulaire professionnel, technique, ardu à comprendre, et il est important, il est nécessaire de se faire traduire ce vocabulaire quand il est compliqué, se le faire traduire en langage simple. Et aussi,
des règlements de fonctionnement de la part des professionnels, mais aussi de la part de l'aidant, eh bien, oser confier les règles familiales, les règles de vie qui régissent la vie dans le domicile de l'aidant et de la personne aidée. Penser la relation proche aidant aidant professionnel comme un partenariat, ça c'est une de mes grandes convictions, quelque chose que j'ai pu accompagner en EHPAD et aussi à domicile. Un partenariat comme une association d'intervenants autonomes qui vont mettre en commun leurs efforts pour un objectif commun qui est celui du bien-être et de la santé de la personne âgée, malade, dépendante, avec une première étape, la définition partagée d'un projet d'accompagnement, d'un projet de prise en soin, en identifiant ensemble les besoins de la personne dépendante, les besoins de l'aidant familial. Ces besoins vont être validés ensemble en précisant les responsabilités de chacun dans cet accompagnement et surtout dans une organisation qui va convenir à tous. La notion de partenariat et de coopération exige des notions d'égalité, des notions d'autonomie des acteurs dans cette relation triangulaire. L'objectif est de préserver et de soutenir l'autonomie de la personne dépendante, mais l'acteur aidant familial et les acteurs professionnels doivent garder leur autonomie, sont égaux dans l'accompagnement et surtout sans rapport hiérarchique. L'aidant familial n'est pas le supérieur hiérarchique des professionnels qui vont intervenir et les professionnels ne sont pas supérieurs hiérarchiques de l'aidant familial. Ça, c'est primordial pour vivre cette coopération dans les meilleures conditions, tous étant attentifs à l'évolution de la situation dans le temps, l'évolution des troubles, l'évolution de la maladie, donc la transformation des besoins au fil du temps. Ce partenariat, cette coopération, elle va aussi se poser, prendre appui sur des temps d'évaluation partagés, sur la programmation de bilans réguliers pour s'adapter aux nouveaux besoins de la personne en perte d'autonomie, mais aussi aux propres besoins de l'aidant. Besoin de prendre de la distance ou plus de proximité, le besoin de se refaire repréciser le pourquoi de l'aide, le pourquoi des soins. Voilà, au fil du temps, il y a parfois de la confusion qui peut se réinstaller et nous faire oublier les objectifs de départ qui auront évolué. Donc, ces temps de bilan et d'évaluation vont permettre de ressentir et de partager son évaluation de la situation. Ces temps aussi de partage vont permettre d'exprimer sa plus grande difficulté à déléguer dans cet accompagnement partagé. Ce partenariat, cette coopération entre aidant familial et aidant professionnel génère une solidarité qui va pouvoir aussi s'appuyer sur les temps d'écoute disponibles des professionnels pour confier les moments de doute, les moments d'angoisse par rapport à l'avenir. Et ceci pour l'aidant, pour soi aidant, cela viendra, participera, soutiendra le travail de deuil de la vie d'avant. Et forcément, partager les confidences, consolidera cette solidarité au fil du temps entre aidant familial et aidant professionnel. Donc il y a une boucle qui se fait avec entre ces temps d'évaluation partagée, ces temps de bilan et d'écoute, cette confiance qui va se renforcer au fil du temps et qui va permettre à tous de s'adapter aux besoins, à l'évolution des besoins de la personne dépendante. Nous arrivons à notre quatrième point, qui est de pouvoir préserver le plaisir de la relation avec son proche soutenu par les professionnels. On l'a dit tout à l'heure,
soutenir un proche en perte d'autonomie, eh bien, expose au risque du grand épuisement, d'une charge physique et mentale importante, et qui peut faire oublier à l'aidant de prendre soin de lui, de ne pas respecter des temps de repos nécessaires, de ne pas avoir une alimentation de qualité, et d'être polarisé complètement sur son proche en perte d'autonomie, et de s'oublier. Et donc, c'est une forme de maltraitance envers soi-même, qui expose au grand risque de maltraitance envers son proche, perdre patience, s'énerver, vouloir s'isoler des troubles de son proche aidant. Voilà, c'est un risque important qui est lié à cette maltraitance envers soi-même, et il est important. Les proches le disent, mais parfois la personne aidant, en tant qu'aidant, on a du mal à l'entendre. L'importance de prendre du temps pour soi, pour mieux prendre soin de son proche. Un temps nécessaire pour recharger ses batteries, tout simplement, et pour prendre du recul, pour prendre de la distance. Et aussi entendre que prendre de la distance, eh bien, ce n'est pas abandonner son proche, ce n'est pas l'oublier, ce n'est pas être égoïste, bien au contraire. Prendre du temps pour soi, pour être à d'autres moments plus disponible pour son proche. Ce mouvement de prise de distance, ce mouvement de répit pour soi, eh bien, va aider à trouver la juste distance pour soi, sa juste distance, celle qui nous est propre, celle qui nous convient pour retrouver eh bien, son équilibre et maintenir un bon niveau d'énergie. Et ceci avec l'aide extérieure des professionnels, ou le passage de relais en établissement, en structure d'accueil de type accueil de jour, ou hébergement temporaire, ou hébergement permanent en EHPAD. Avec ces professionnels, soignants, coordinateurs de clics, médecins traitants, eh bien, il est important aussi de se poser pour clarifier ce qui eh bien, apporte du plaisir à soi. La spirale de l'aide eh bien, peut faire oublier ce qui nous faisait plaisir avant que la dépendance surgisse, avant que la maladie, où on avait, enfin c'était chacun a ses passions et ses plaisirs, voilà, pouvoir se balader, lire, aller au cinéma, voir ses amis, et j'en passe, voilà. Il est important, voilà, de saisir ces temps de prise de recul, et de retrouver, de repenser à ce qui fait plaisir à soi, et être de revenir dans le présent, et de pouvoir saisir à nouveau ces petits plaisirs quotidiens, pour, dans un second temps, eh bien, retrouver l'énergie pour envisager, repartager du plaisir avec son proche, au travers ces activités qui sont suggérées, mais ça peut être bien d'autres. Voilà, se balader ensemble, retrouver du plaisir à partager un jeu de société, à faire de la cuisine, à préparer ensemble un bon gâteau au chocolat qui sera partagé plus tard. Voilà, se retrouver dans le plaisir du moment présent, et qui va aider à prendre de la distance quand l'angoisse de l'avenir, eh bien, peut surgir. Et là, voilà, les professionnels sont là pour permettre de retrouver, de préserver, de sauvegarder ces moments de détente, qui vont permettre de recharger les batteries, de retrouver ces moments de complicité avec son proche, ces moments de tendresse si importants, voilà, de pouvoir regoûter à tout cela, pour pouvoir regoûter à la convivialité avec ses proches, avec ses amis.
En conclusion, donc vous le savez, vous le vivez peut-être, cette relation proche aidant professionnel, elle est complexe, elle est fragile, elle est dense, riche aussi, et comme un orchestre qui va se préparer pour un concert. Eh bien voilà, il faut du temps pour se mettre en place, de sortir les instruments, d'installer les partitions. Il faut du temps aussi pour que les violons s'accordent, que tous les instruments s'accordent. Et il y a aussi le temps des répétitions, que les musiciens voilà, répètent la partition pour qu'enfin eh bien, la musique elle soit harmonieuse et apporte du plaisir à tous. Travailler de concert avec les professionnels de l'aide, en harmonie, conjointement, en bonne intelligence, car oui, je suis convaincue que proches aidants et aidants professionnels sont tous ces individus intelligents dans le sens où ils s'adaptent sans cesse à la réalité mouvante du soin, de l'accompagnement et recherchent chaque jour, chaque heure, eh bien, des solutions, des réponses aux situations complexes du quotidien. Et donc, comme dans beaucoup de relations dans la vie, humilité, patience, confiance et bienveillance, eh bien, se révèlent à chaque fois des facilitateurs de ces relations, et notamment entre aidants familial et aidants professionnels pour préserver l'autonomie de la personne dépendante. Merci. Merci, Madame Simon, pour cette présentation qui est à la fois riche, émotionnante et juste. Et les paroles que vous nous avez transmises sont tout à fait d'actualité parce que chacun d'entre nous est amené un jour et peut-être présentement à accompagner un proche en perte d'autonomie. Alors, c'est vrai que les étapes sont longues, sont difficiles. La question qui survient toujours à un moment, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'être tout puissant, d'être le seul capable de savoir quels sont les besoins de son proche. Et vous l'avez bien fait remarquer, c'est quelque chose qu'il faut partager. Parce que il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que le conjoint d'une personne en perte d'autonomie, l'enfant d'une personne en perte d'autonomie n'est jamais ni le père ni la mère de son parent âgé. Et donc, vouloir être le père ou la mère, c'est-à-dire celui qui prend en charge un petit enfant quand on est un jeune parent, ce n'est pas naturel vis-à-vis d'une personne âgée en perte d'autonomie. On a besoin de se faire aider, d'autant que l'on sait, alors là c'est le médecin qui vous parle, pour l'avoir vécu tellement souvent, que beaucoup de personnes aidantes familiales, de conjoints, d'enfants, sont en épuisement, et je dirais même souvent en risque et en survenue de dépression sévère, avec le risque derrière d'un désinvestissement qui peut être total, et comme vous l'avez souligné, d'un risque d'agressivité, vers son parent, avec la maltraitance que cela comportera, mais d'agressivité aussi vis-à-vis des professionnels qui viennent, que ce soit à domicile ou des professionnels qui sont dans les EHPAD lorsque le parent est en institution. Merci à tous et à bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.